Eh bien bonjour à tous les amis, vous connaissez maintenant ma passion pour les bateaux, notamment les bateaux fantômes et toutes ces histoires qui se sont produites sur la mer. Moi je trouve ça incroyable, vraiment ça me passionne. Eh bien figurez-vous que j'ai découvert une histoire complètement folle d'un naufrage qui s'est produit. Ça s'est produit il y a assez longtemps mais l'histoire elle est tellement folle qu'on a du mal à y croire et pourtant tout ça s'est bien passé. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout va se passer dans la nuit du 4 juin 1629. Le bateau qui se nomme Batavia va frapper un récif corallien et va s'échouer aux abords des îles Othman à Abrolhos, à environ 80 km au large de la côte ouest de l'Australie. À ce moment-là, il y a 40 passagers qui vont se noyer dans l'épave et plus de 250 personnes vont réussir à atteindre les 3 petites îles à proximité. Les rescapés se retrouvent perdus, sans eau ni nourriture, et pourtant, un mal bien plus effrayant va s'abattre sur eux. C'était quoi ce bateau Batavia avec un nom de salade? Et évidemment, toute cette histoire ne serait jamais arrivée au surpuissant chevalier du Zodiaque. Laissez-moi vous parler de Saint Seiya Legend of Justice. Saint Seiya Legend of Justice, ou en français, les Chevaliers du Zodiaque, est l'ultime manga qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre vous. On se souvient tous des combats légendaires de Seiya et de tous les autres chevaliers pour aider Athéna. Saint Seiya Legend of Justice va se jouer en écran vertical, c'est génial. Vous pourrez revivre l'histoire du manga lorsque vous jouez. De plus, c'est hyper facile d'y jouer, vous pouvez y jouer à un seul doigt. Il s'agit d'un idle game ou jeu incrémental, c'est-à-dire que même hors ligne, vous accumulez des récompenses. Plus vous êtes fort, plus vous récupérez des récompenses, c'est exponentiel. Si vous vous intéressez à ce jeu et que vous voulez récupérer des récompenses, ne ratez pas l'événement d'anniversaire du jeu qui va durer 2 semaines, et durant lequel on offrira aux joueurs de nombreuses récompenses, et 1000 tirages, qui va vous permettre d'avoir des chevaliers d'or. Et avec ces chevaliers, vous pourrez créer une équipe surpuissante. Pour l'anniversaire du jeu, vous pourrez avoir le personnage Godclaw Seiya, qui a une puissance colossale et qui peut être intégré à n'importe quelle équipe. Il sera aussi fort en PVP qu'en PVE grâce à sa polyvalence. Vous pourrez constater l'évolution magnifique et absolument incroyable du légendaire Seiya. Et Seiya JC pourra utiliser la compétence Pegasus Suseiken, qui est 100 fois plus puissante que Pegasus Ryuseiken. Ce qui évidemment lui donne une puissance colossale pour détruire les ennemis et porter un coup fatal. Je vous laisse évidemment découvrir ses autres capacités absolument fantastiques. Pour ça, évidemment, retrouvez le lien de Seiya Legend of Justice dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas que pour l'anniversaire, vous obtiendrez 1000 tirages gratuits. Dans la description de cette vidéo, retrouvez également le code promo Legend1ST exclusif pour obtenir un pack cadeau d'anniversaire. Merci à tous. Chapitre 1, le Batavia. On est au XVIIe siècle. Alors qu'on mettait en chantier des vaisseaux de plus en plus grands, les constructeurs de bateaux avaient comme problème majeur la solidité et la rigidité des navires. En raison des forces énormes déployées pendant la navigation, les grands bateaux avaient tendance à la longue à s'affaisser au niveau de la proue et de l'étambot. Je vous montre où c'est ces endroits pour ceux qui connaissent pas trop la navigation, voilà. Donc à ce niveau-là, il y avait ce qu'on appelle des fragilités structurelles, comme par exemple pour le petit sous-marin Titan, hein, on a vu que c'était probablement la couche de carbone qui était moisax. Les mecs ont mis du carbone qui était périmé autour d'un sous-marin pour aller à 4000 mètres. Bonne idée. Mais bref, là, on parle de la coque d'un bateau qui date de 1600 et quelques, mais ils avaient connaissance quand même de ces fragilités structurelles. Et donc, les constructeurs hollandais du XVIIe siècle, ils vont comprendre ce problème, et ils vont essayer de le résoudre en élevant considérablement l'avant et l'arrière du bateau, et en les reliant par des ponts droits. Bon, là, on parle un petit peu technique, mais vous avez des images, voilà, ça vous donne un peu une idée du truc. Le bateau était, pour ainsi dire, tendu. Et en fait, avec cette manière de faire, il va acquérir une plus grande solidité. Évidemment, c'était le but. Et donc, cette forme très caractéristique, eh bien, elle est sur le Batavia. Vous voyez, ces bateaux qui ont cette forme. Le fond plat du bateau donne à la construction une plus grande rigidité et limite en outre le tirant d'eau. Ce premier aspect, il était important compte tenu de la faible profondeur des eaux en Hollande. Avec une longueur de 45,28 mètres, le Batavia faisait partie des plus grands bateaux de son époque. Pour loger et nourrir un équipage de 200 à 300 hommes, de nombreux équipements étaient nécessaires. À noter que ce bateau, le Batavia, eh bien, il était armé. Bah oui, il devait se défendre et puis défendre les intérêts de son pays. Évidemment, à cette époque, les mers, bon, comme aujourd'hui au final, hein, mais les mers, elles étaient pas sûres. C'est plus compliqué d'appeler à l'aide, hein, on imagine, il n'y avait pas de radio. Donc il fallait s'armer jusqu'aux dents, et le Batavia l'était. Ses caractéristiques propres au bateau de la VOC. Alors la VOC, c'est quoi? C'est la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Ça déterminait donc la forme, l'agencement et l'équipement du bateau. À l'intérieur, on retrouvait du matériel propre à cette VOC. À l'avant, sur la pointe de la poulaine, ouais, ça s'appelle comme ça, j'adore ce mot, le lion hollandais gardait le regard fixé sur l'horizon. Ça vous permet de vous immerger sur le bateau avec moi, sans mauvais jeu de mots, s'immerger, bref. Mais maintenant, voyons autre chose, la vie à bord.
On est en 1628, le Batavia avait 341 passagers à son bord, dont un contingent de soldats ainsi que 38 femmes et enfants. Toutes ces personnes s'entassaient sur le navire sans aucun confort, et encore moins de liberté de mouvement. L'intimité, c'était une notion complètement inconnue, c'est-à-dire que tout ce que vous faisiez, il y avait au moins 3 personnes qui le voyaient. Je parle de tout, hein. Toilettes, tout. Il y avait également un énorme fossé qui séparait le peuple navigant et les officiers et les riches passagers. L'élite mangeait et buvait autour d'une table recouverte de nappes en lin, tout ça dans des cahutes, alors que les gens du peuple se disputaient à 6 une seule écueil de bois sur le pont inférieur. Donc les pauvres, on leur jetait du poulet directement sur le sol, et les riches, ils mangeaient sur des belles nappes en lin. On connaît, c'est toujours pareil aujourd'hui, hein. Alors faut savoir que le menu, il se composait généralement de bouillie de gruau, de pain rassis et de viande salée. L'eau, elle était rarement potable et l'hygiène préoccupante. À savoir qu'il y avait énormément de dysenterie, donc bon, vous savez ce que c'est sur un bateau, c'est sympa. De la bouillie de gruau, je sais pas ce que c'est, mais déjà le mot gruau, t'as pas envie d'en manger. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit du bordel. Ça donnait pas envie de voyager et pourtant les gens y allaient. Le manque de vitamines était la cause du scorbut, tant redouté. On peut comprendre dans ces conditions que beaucoup de passagers tombaient malades et mouraient. Il est donc assez étonnant d'apprendre que tant de personnes achevaient le voyage et arrivaient aux Indes sains et saufs, là où ils couraient encore le risque d'attraper la malaria ou la fièvre jaune. La tombe des marins était réservée à ceux qui mouraient à bord. Les corps étaient enveloppés dans un morceau de voile conçu à la main et jetés par-dessus bord. Faut savoir que pour les soins médicaux, il y avait plus ou moins qu'un seul mec. Un seul mec qui était coiffeur et chirurgien. Vous imaginez un petit peu le truc. Donc le docteur était en gros chirurgien et coiffeur barbier. Beaucoup de saignées étaient effectuées comme de coutume à l'époque. Et au besoin, il amputait également des membres. Donc en fait, après avoir coupé une guibole, le mec allait tailler une barbe. Normal. La belle époque. Bon, pour l'équipage, il y avait des lieux un petit peu plus chill, notamment à l'avant sur la Poulaine. L'élite, elle disposait de commodités un peu plus luxueuses, notamment dans les galeries et des deux côtés des cahutes. La discipline, c'était la règle à bord des navires de la VOC. Et elle était extrêmement sévère. Et même les auteurs de tout petits délits pouvaient s'attendre à des châtiments très sévères, notamment des châtiments corporels, voilà, on les fouettait, voilà, c'était vraiment hardcore. Le prévôt était chargé de maintenir l'ordre au nom du conseil de bord. Les sentences étaient prononcées et exécutées au grand mât, un châtiment sévère et périlleux auquel peu survivaient. La grande cale était l'un de ces châtiments très sévères auxquels on survivait pas souvent. Le coupable, il était jeté dans un endroit, attaché à une corde, puis tiré sous la coque du bateau, donc parfois il s'en sortait, mais c'était pas souvent, et ça c'était un châtiment moyen, on va dire. Par contre, pour la trahison ou le meurtre, c'était carrément peine de mort, hein, sur le bateau. Et là, on les pendouillait directement, au mât, quoi, hein. Les jeux d'argent et de hasard étaient strictement interdits. Les chants de psaumes et autres cantiques étaient par contre fortement encouragés. Il y avait toujours un pasteur à bord et tous les passagers étaient tenus d'assister au service dominicaux, c'est-à-dire à la messe, quoi, en quelque sorte. Sur les faux ponts exigus se trouvaient une centaine de soldats que la VOC transportait aux Indes, comme des marchandises. Les mecs, ils étaient vraiment posés sur le pont, et voilà, ils attendaient pendant des semaines, des mois, que le trajet soit terminé, donc on les avait posés là comme des sacs à patates, quoi, voilà. Le destin funeste. Nous sommes maintenant le 28 octobre 1628, ça va mal tourner. Le Batavia quitte les Pays-Bas pour son voyage inaugural avec une cargaison de pièces d'or et d'argent destinée au commerce des épices. Le navire atteint le Cap le 14 avril 1629 et il fait escale jusqu'au 22 avril pour renouveler son ravitaillement. Lorsque le Batavia reprend la mer en direction des Indes, Arion Jacobs, son capitaine, décide d'emprunter une route indirecte mais plus rapide en longeant les côtes occidentales de l'actuelle Australie. En 1629 et pendant les longs mois passés en mer, la précieuse cargaison suscite la cupidité d'un négociant de la compagnie, Hieronymus Cornelis. C'est un ancien apothicaire ruiné mais charismatique. Ce mec-là, il appréciait un petit peu les idées hérétiques, c'est-à-dire à l'inverse de l'église, idées qui disaient que le bien et le mal, le ciel et l'enfer n'existent pas et tout ça c'est un concept, c'est des conneries. Plus ou moins athées mais avec d'autres idées, quoi. Ce qui était plutôt mal vu à l'époque, hein, voire très mal vu. Au cours du voyage, cet homme a astucieusement gagné la confiance du capitaine du navire, Arion Jacobs, en exploitant leur aversion commune pour le commandant du Batavia, Francesco Pelsaert. Il va tenter de faire un peu de manipulation parce qu'il veut arriver à ses fins. Hieronymus va donc réussir à convaincre Jacobs et quelques membres de l'équipage de fomenter une mutinerie dans le but de s'emparer du navire et de son trésor. Donc il va tenter de récupérer le pouvoir sur le navire et puis de renverser le capitaine pour tout voler. C'était un sacré margoulin celui-là. Il espère ainsi commencer une nouvelle vie dans un comptoir maritime appartenant à une autre puissance étrangère loin de sa patrie. Le mec voulait prendre le fric et se barrer, quoi, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, il va
établir un stratagème. Déjà, il a manipulé un mec, quelques membres d'équipage, et ça va partir un petit peu plus loin. À l'aide d'un petit groupe de partisans, il va organiser secrètement la mutinerie qui lui permettrait de prendre possession du navire. Sauf qu'avant de pouvoir mettre son plan à exécution, il va se passer un gros problème. Il va s'échouer sur l'îlot d'un récif corallien dans les îles arides de Houtman, au large de l'ouest de l'Australie, qui est alors inhabité par les Européens. On est donc le 4 juin 1629, le mec a voulu faire une mutinerie sur un bateau, sauf que, ce bateau vient de s'échouer sur une île perdue au milieu de l'océan, et il n'y a rien. 40 des passagers vont mourir noyés en tentant de gagner un îlot à la nage, tandis que quelques-uns s'enfuient sur une chaloupe en direction des îles de Java. Et le lendemain, donc le 5 juin 1629, Francisco et Ariane décident de transférer 180 passagers sauvés sur un autre îlot qui est situé à 2 km du navire. C'est une zone plate de 350 mètres de long, pour une largeur moyenne de 50 mètres, donc c'est pas hyper grand, mais il y a de la place. Voilà, il y a de quoi faire. Ils sont rejoints par une cinquantaine de passagers grâce à une nouvelle navette, entre l'épave et l'île, avant que le fort vent les oblige à cesser les navettes. Tandis que 70 hommes, dont Géronimus, reste à bord. Donc là, faut comprendre, en fait, t'as le clan avec Francisco et Ariane, et Géronimus, celui qui a voulu faire la mutinerie et buter le capitaine, lui, il reste sur le bateau avec d'autres hommes. Donc il y a deux clans, en fait, qui sont en train de se créer, et souvent, quand il y a deux clans qui se créent, vous allez voir. Le 6 et 7 juin, Francisco et Ariane, ils vont parcourir tout l'archipel, et les deux plus grandes îles situées à une dizaine de kilomètres au nord-ouest sans trouver de source d'eau potable. Ce qui va commencer à les préoccuper sérieusement, parce que pas d'eau, pas de panneau, pas de vie. Pas de vie, pas d'eau, dans 30 ans, il n'y en aura plus, voilà, on a soif. Pas d'eau, c'est 3 jours, 3-4 jours, t'es mort. S'il fait pas trop chaud, sinon c'est 2. Après ces recherches infructueuses, ils vont prendre des canaux restants et décident de partir en mer direction les Indes orientales. 80 km de là. Et tout ça pour obtenir de l'aide. Mais attention, c'est des canaux vraiment merdiques. Et les mecs, ils comptent parcourir quasiment 100 km sur une mer dont ils connaissent pas la météo, puisqu'il n'y avait pas la météo à l'époque. Bon, du moins, c'était pas très fiable. Mais bon, soit ils se barrent, soit ils vont tous crever de soif. Ils embarquent avec eux l'élite de l'équipage, les plus riches, les passagers de marque, soit une cinquantaine de personnes, laissant sur l'île, paumée au milieu de l'océan, le bas peuple. Tous les pleutres sont abandonnés sur l'île, évidemment. Alors, je sais pas ce que vous auriez choisi, vous partir dans un canot de merde et faire 80 km alors que t'es pas sûr d'arriver, ou attendre sur l'île qu'on revienne te chercher mais t'es pas sûr de survivre. Là, c'est un choix plutôt cornélien. Mais pendant ce temps-là, l'équipage restant, qui est resté sur le navire, eh bien maintenant, il y a plus de capitaine. Alors qui c'est qui dirige? Eh bien, c'est Géronimus. Vous savez, celui qui a voulu faire la mutinerie. Sauf que Géronimus, il est pas très gentil. Il voit évidemment dans cette situation l'aubaine de prendre tout le pouvoir et tout le contrôle du groupe en se positionnant comme nouveau chef de meute. On est le 12 juin et l'épave du Batavia, elle va prendre très cher dans la gueule parce qu'elle va se disloquer. Et suite à ça, il y a une vingtaine de personnes sur 70 qui parviennent à rejoindre l'île à la nage ou sur des radeaux de fortune. Et le Géronimus, qui a la dalle comme jamais, eh bien il en fait partie. Il fait partie des rescapés qui réussissent à sortir du bateau, qui est en train de sombrer littéralement. Il y a désormais 208 rescapés réfugiés sur l'îlot baptisé cimetière de Batavia. Ils y installent des campements de fortune et commencent à se consacrer à la construction d'embarcations avec le bois récupéré de l'épave. C'est un scénario de jeu vidéo, c'est-à-dire t'arrives sur une île, il faut construire pour survivre. Donc ces survivants, ils sont principalement des soldats, des marins, des artisans, des pasteurs, quelques femmes et quelques enfants. Ils vont se nourrir d'oiseaux de mer et d'otaries. Les mecs mangeaient des steaks d'otaries pour survivre. Les 208 naufragés aménagent des campements et utilisent le bois de l'épave pour construire les embarcations qui leur permettraient de visiter l'archipel, et tout ça pour aller voir un petit peu plus les alentours. Sauf que là, Géronimus, en fait, il va comprendre quelque chose. Il y a trop de monde et pas assez de bouffe. Et Géronimus, de sa bonté absolue, il a une idée absolument géniale. Équation simple, je vous l'ai dit, trop de monde, pas assez de nourriture. La balance est comme ça. Il faut donc faire comme ça, ramener un petit peu moins de monde. Et qu'est-ce qu'on fait pour réduire le nombre de la population? Eh bien, Géronimus a décidé d'exterminer une partie de cette population. Voilà. L'équation est résolue. On baisse le nombre de personnes en les tuant. Il va ordonner très rapidement de saisir toutes les armes des survivants. Il déploie une stratégie machiavélique en envoyant plusieurs groupes de naufragés sur des embarcations de fortune fabriquées à partir de débris de l'épave en direction d'autres îles de l'archipel. En fait, il les envoyait là-bas tout en leur faisant miroiter une promesse de ravitaillement imminent avant de mettre à exécution son plan macabre. Donc en fait, il se préparait vraiment à les exterminer, les envoyait dans un autre endroit pour après venir les fusiller. Sauf que les survivants, l'info elle va fuiter et ils vont être au courant. Donc là, Géronimus, il est dans la sauce parce que il voulait pas non plus buter tout le monde, il voulait en supprimer quelques-uns, sauf que maintenant tout le monde le sait. Et si tout le monde le sait, ça veut dire que quand le capitaine va revenir avec de l'aide, il va être au courant. Et donc Géronimus, il sera pas libre quand ils seront sauvés. Du moins, s'ils le sont. Il prend alors soin d'éloigner en premier lieu ceux qui restent fidèles à la compagnie néerlandaise des Indes orientales, ainsi qu'une petite troupe de soldats dirigée par l'un d'eux, YB
Eyes. Géronimus met tout en œuvre pour obtenir le soutien loyal et infaillible des rescapés présents sur l'îlot, tout en réduisant le nombre de personnes à nourrir. Et là, en fait, Géronimus, il va massacrer plus d'une centaine de personnes, dont des femmes, des enfants, des hommes, ou alors il fait des esclaves. Solution efficace, pas très humaine. Faut savoir que tout ça ne s'est pas passé en quelques jours, c'est sur des mois entiers. Et justement, dans les mois qui suivent, Géronimus se livre à des actes de violence inouïs sur l'île de l'archipel, ordonnant l'exécution brutale à main nue ou à l'arme blanche. Il réduit les rares femmes à la prostitution. Il ordonne le massacre des malades et des infirmes. Il règne par la terreur en prononçant des exécutions pour divers prétextes. Pour les autres, l'obéissance et la soumission totale sont les seules chances de survie. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce que Géronimus veut, c'est terminé. Ça part en bastos dans le buffet. Et Géronimus, il est tellement chaud qu'il va même commencer à préparer ces hommes, voilà, qui ont accepté de travailler pour lui. Il va les préparer à attaquer le bateau qui va venir les sauver. Oui, parce que le capitaine était allé chercher de l'aide, mais il va revenir. Et donc, il se prépare à défoncer absolument tout le monde, même ceux qui vont revenir les aider. Un seul homme ose et réussit finalement à lui tenir tête. YB Eyes. Il survit aux nombreuses attaques menées par Géronimus et ses sbires. Ce mec-là, on a essayé de le tuer à peu près 50 fois, et ben il a réussi à s'en sortir à chaque fois. Il est rejoint par une cinquantaine de survivants des autres îlots, et ensemble ils vont finir par capturer Géronimus au mois d'août 1629. Lors d'une négociation, en fait, ils ont feinté, ils l'ont capturé. Et ils veulent le déboîter, on peut comprendre. On est maintenant à la mi-septembre, voilà, il s'est passé vraiment des mois entiers, et le capitaine, il va revenir. Il va revenir à bord du navire Sardame. Le commandant Francisco tient sa promesse de secourir les naufragés en revenant sur les lieux. Il va découvrir l'horrible massacre et la tyrannie qui s'était instaurée sur l'îlot, notamment à cause du règne de Géronimus. Un peu plus d'un tiers seulement des passagers et de l'équipage du Batavia a survécu. Et en fait, la situation, elle va se retourner parce que Francisco, donc le capitaine qui est revenu aider les survivants des îlots, eh bien finalement, ils vont maîtriser Géronimus et les mutins. Les mutins, c'est ceux qui ont fait la mutinerie. Et ils vont reconstituer le fil des événements et faire une sorte de procès. Et finalement, Géronimus, il sera pendu sur place le 1er octobre avec plusieurs de ses compagnons, après avoir eu les mains coupées. C'était la tradition. Est-ce que c'était mérité? Peut-être. Plusieurs coffres de la compagnie sont récupérés et Francisco arrive à Batavia le 5 décembre avec les survivants du naufrage, dont certains rebelles qui avaient été épargnés, mais qui vont finir par être exécutés une fois qu'ils arrivent sur le continent, au final le travail. Selon les archives, la perversité de Géronimus aura causé la mort d'environ 115 personnes. Je trouve ça complètement dingue comme histoire, ce bateau qui vient s'échouer, après il y a une espèce de petite société tyrannique qui va se mettre en route, et finalement tout rentre plus ou moins dans l'ordre des choses, avec quelques passagers en moins. Moi j'adore ces histoires de bateaux, j'espère que vous aurez apprécié aussi. Je vous dis à la prochaine, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous embrasse, au revoir tout le monde. Abonnez-vous.